vois Christy tendre la main vers moi pendant que je conduis, et le sang ne cesse de couler de sa bouche. Et ça, peut-être que ça s'estompera aussi avec le temps, mais je ne pense pas. C'est ça qui me hante le plus. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire sur Twitter à PickedInterest, où Interest s'écrit avec un 1, ou sur Patreon à patreon.com/thatmovieshow. Si vous pouviez aussi laisser un like, vous abonner et partager la vidéo, ce serait vraiment super utile. Merci les gars. Une voiture arrive à l'hôpital Mackenzie Willamette à Springfield. Sortant de la voiture, Diane Downs, paniquée et blessée, crie à l'aide. À l'intérieur de la voiture se trouvent 3 enfants. Cheryl Downs, âgée de 7 ans, Danny Downs, âgée de 3 ans, et Christy Downs, âgée de 8 ans. Cheryl est décédée à son arrivée. Danny et Christy ont tous les deux été blessés grièvement par balle. Assise sur le siège du conducteur se trouvait leur mère, Diane Downs, qui avait également été blessée par balle. La voiture était trempée de sang. Diane était née à Phoenix en 1955. Selon elle, elle n'a pas eu une enfance heureuse et affirmait que son père l'avait agressée sexuellement dès l'âge de 12 ans. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, puis s'est inscrite au Pacific Coast Baptist Bible College en Californie. Mais elle a été expulsée après seulement 1 an en raison de son comportement jugé trop volage, et elle est retournée vivre chez ses parents en Arizona. Quelques années plus tard, en 1973, Diane a épousé son petit ami du lycée, Steve, et a quitté la maison. Diane a déclaré plus tard que son mariage avec Steve n'était pas un acte d'amour, mais simplement un moyen de fuir sa famille. 1 an plus tard, elle a eu son premier enfant, une fille appelée Christy. Une autre fille, Cheryl, est née en 1976, et enfin Danny en 1979. 1 an après la naissance de Danny, le couple a divorcé car Stephen pensait que Diane avait eu une liaison, et que Young Daniel était le fruit de cette liaison. Elle a décidé d'être mère porteuse pour un couple qui ne pouvait pas concevoir en 1982 en disant « Les gens se demandent pourquoi je ne regretterais pas cela, de donner ce bébé, et c'est très facile à t'expliquer. Quand vous tuez un enfant, quand vous avez un avortement, vous avez mis fin à quelque chose. Vous avez assassiné quelqu'un. C'est cruel, c'est terrible. Mais quand on fait quelque chose par amour, quand on porte un enfant pour quelqu'un d'autre et qu'on remet cette vie à ces personnes, on n'a rien fait de mal. Et ce n'est rien qu'on regrette par la suite. » Après avoir contacté le personnel médical pour obtenir de l'aide, Diane a dit au personnel qu'ils avaient été blessés par balle lors d'une tentative de vol de voiture. Cheryl était décédée avant d'arriver à l'hôpital, tandis que Danny avait été paralysé de la taille vers le bas après avoir été blessé par balle dans le dos. Et Christy a reçu 2 balles dans la poitrine, ce qui lui a provoqué un accident vasculaire cérébral et l'a laissé handicapée. Diane elle-même avait été blessée par balle au bras gauche. Diane a raconté qu'elle conduisait sur une route de campagne lorsqu'un inconnu a fait signe à sa voiture de s'arrêter. Elle s'est arrêtée pour voir ce que l'homme voulait, mais il lui a alors ordonné de sortir de la voiture afin qu'il puisse la prendre. Ne voulant pas laisser ses enfants et elle-même abandonnée au milieu de la campagne, elle a refusé. L'inconnu a alors sorti une arme et a commencé à tirer, touchant Cheryl 2 fois au cœur et au poumon, la tuant presque sur le coup. 2 balles ont touché Christy et Danny, âgés de 3 ans, a été touché 1 fois dans le dos, ce qui l'a paralysé. L'agresseur a ensuite tiré sur Diane dans le bras et elle l'a repoussée avant de s'enfuir en voiture à toute vitesse vers l'hôpital, inquiète pour ses enfants. Le personnel médical de l'hôpital était un peu perplexe face au comportement de Diane car elle semblait calme et maîtrisée alors que ses enfants perdaient du sang dans la salle d'urgence.
Le docteur Mackey, qui était le responsable de garde cette nuit-là, a déclaré qu'il avait vu une femme très calme, très sûre d'elle, ni en larmes ni en colère, souriant parfois, riant même de temps en temps. Quand j'ai fini de m'occuper de Christy, je suis allé chercher sa mère et, à ma grande surprise, Diane était non émotionnelle, pas une larme à l'œil. Et puis elle dit, j'ai vraiment abîmé ma nouvelle voiture. J'ai mis du sang partout à l'arrière. Cela a ensuite été décrit par Diane comme étant sous le choc, tandis que sa mère a déclaré que Diane avait été hystérique cette nuit-là. À l'hôpital, Diane a passé un coup de téléphone après avoir été soignée par les médecins. Elle a appelé un homme nommé Robert Knickerbocker, un ancien collègue en Arizona. Downs dit qu'après être sorti du véhicule, l'homme a ouvert le feu sur les enfants en tuant un et en blessant les deux autres. Downs elle-même a été blessée par balle au bras gauche. Comme pour tous les meurtres, de nombreuses questions ont été soulevées dans cette affaire. La police suit toutes les pistes et n'a pas voulu répondre directement aux questions concernant la véracité de l'histoire de Mme Downs. La police a interrogé Diane et a réalisé un portrait robot de l'agresseur d'après sa description. Un homme blanc d'une vingtaine d'années, avec des cheveux raides jusqu'aux épaules et une frange. Une voix de tonalité moyenne, sans accent. Il porte une veste Levi's bleue, un jean bleu et un t-shirt clair délavé. Elle a poursuivi en racontant comment elle faisait du tourisme dans la campagne rurale la nuit avec ses enfants, lorsqu'un inconnu a fait signe à une voiture de s'arrêter. Elle s'est donc arrêtée et est sortie du véhicule pour lui parler. Il a exigé qu'elle lui donne sa voiture, elle a refusé et il a ouvert le feu. Elle a alors fait semblant de jeter ses clés pour le distraire, l'a poussé, a sauté dans la voiture et est partie en trombe. Dans les jours qui ont suivi, la police a mené des recherches pour retrouver l'inconnu et l'arme du crime. Ils n'ont trouvé ni l'un ni l'autre. Ils n'ont jamais trouvé ni l'un ni l'autre. La police a alors commencé à interroger des membres du public pour recueillir plus d'informations. Les médecins de l'hôpital ont déclaré à la police lors de leur interrogatoire qu'ils trouvaient que la réaction de Diane à ce qui s'était passé ne correspondait pas à la réaction émotionnelle typique de quelqu'un qui aurait été agressé et dont les enfants auraient été assassinés. Lorsque la police a interrogé le père de Diane, il a immédiatement exprimé son scepticisme quant à sa version des faits. J'ai fait ce commentaire au service de police ce soir-là. Il me semble que Diane l'a fait parce que les enfants ont été touchés à la poitrine et que Diane n'a été blessée qu'au bras. Et j'ai dit, ouais, ça ressemble vraiment à ce qu'elle l'ait fait. C'est vraiment ça qui les a poussés à aller vérifier pour passer les cotons-tiges autour de son doigt afin de vérifier la présence de résidus de poudre et aussi pour pulvériser ses mains afin de voir si elle avait tenu une arme. Cela a ensuite conduit la police à effectuer des tests médico-légaux sur la voiture et sur Diane elle-même. Ils ont effectué une analyse des projections de sang sur la voiture pour déterminer les points d'entrée des balles ainsi que l'angle des tirs. Ils ont également effectué des prélèvements sous les ongles de Diane à la recherche de résidus de poudre. Les tests de poudre reviendraient plus tard négatifs, tout comme les tests de résidus métalliques pour vérifier si elle avait récemment tenu une arme à feu. Cependant, le personnel médical a commenté et témoigné que Diane s'était lavé les mains la nuit de l'incident, ce qui a pu influencer les résultats des tests. L'analyse des projections de sang a également contredit les déclarations de Diane, car des traces de sang ont été retrouvées à l'extérieur de la voiture. En regardant du côté passager, j'ai vu une tache de sang sur le bas du cadre de la porte. Diane Downs avait déclaré que le tireur s'était penché dans la voiture et avait tiré sur ses enfants. Et si c'était le cas, comment cette éclaboussure de sang s'est-elle retrouvée à l'extérieur de la voiture? Au cours des semaines suivantes, Diane ferait de nombreuses apparitions à la télévision pour raconter son histoire et demander de l'aide afin de retrouver l'homme qui l'avait attaqué. Lors d'une interview avec Anne Yeager, Downs se lançait dans de longs monologues et Yeager la laissait continuer sans l'interrompre. Il est vite devenu évident qu'elle ne montrait pas les émotions qu'elle disait ressentir, et au contraire, là où elle aurait dû être une mère en larmes et bouleversée, elle semblait apprécier la situation. Lors d'un de ses longs discours, Diane a dit quelque chose qui révélait à quel point elle pensait peu à ses enfants. Tout le monde dit « Tu as vraiment eu de la chance ». Eh bien, je ne me sens pas très chanceuse. Je n'ai pas pu attacher mes fichus lacets pendant environ 2 mois. C'est très douloureux. Ça l'est encore.
J'ai une plaque en acier dans le bras. Je vais l'avoir pendant 1 an et demi. La cicatrice sera là pour toujours. Je vais me souvenir de cette nuit toute ma vie, que je le veuille ou non. Je ne pense pas avoir eu beaucoup de chance. Je pense que mes enfants ont eu de la chance. La police, voulant qu'elle s'engage sur une chronologie précise des événements, a demandé à Diane de participer à la reconstitution de l'incident. Elle était très enthousiaste à l'idée de le faire. Pour vous donner un contexte, imaginez simplement. Il y a 4 jours, vous et vos enfants avez été brutalement attaqués, l'un de vos enfants a été tué, et on vous demande maintenant de reconstituer cela pour la police. C'est l'événement le plus traumatisant de toute votre vie. Pensez au genre d'émotions et de réactions que vous pourriez avoir si on vous demandait de reconstituer cet événement. Voici comment Diane a réagi. Diane était désormais la principale suspecte dans l'enquête, mais il y avait encore quelques éléments que la police n'avait pas. L'arme du crime et un mobile. Fouiller le long de la route de campagne à la recherche d'indices qui pourraient les mener à la personne qui a tué la jeune Cheryl Lynn Downs. Cela inclut l'arme du crime, un revolver automatique de calibre 22. Des plongeurs étaient de retour dans la rivière Mohawk près de la scène du crime, sondant tout ce qui pourrait aider dans l'enquête. La police restait très prudente quant aux informations qu'elle divulguait à la presse, ne voulant pas alerter Diane qu'elle était en réalité la principale suspecte. Lors d'un entretien avec Diane, la police a demandé la permission de fouiller sa maison à la recherche d'informations, et Diane a accepté. Lors de la fouille de la maison, la police a trouvé des piles de lettres privées écrites par Diane à Robert Knickerbocker, l'ancien collègue d'Arizona, qu'elle avait appelé la nuit de l'incident. Lorsque la police a interrogé Robert, il leur a dit qu'il avait eu une aventure avec Diane pendant une séparation d'avec sa femme et qu'il y avait mis fin lorsqu'ils se sont réconciliés. Diane avait commencé à le harceler et faisait souvent des commentaires disant qu'elle tuerait sa femme. Ainsi, ils pourraient être à nouveau ensemble. L'auteur de True Crime Anne Rule a interviewé Robert Dew dans le cadre de recherches pour un livre dans lequel il a détaillé la nature de sa relation avec Diane. Et quand je l'ai interviewé, il m'a dit « Anne, j'étais tellement soulagée quand j'ai réalisé qu'elle avait franchi la limite du comté pour partir d'ici que je n'ai jamais envisagé de la suivre. Mais elle était désespérée d'attirer son attention. » Après avoir quitté l'Arizona, elle a commencé à écrire des lettres à Robert tous les jours pour le convaincre de la reprendre. Finalement, Robert a accepté de rencontrer Diane, où il lui a dit qu'il n'avait aucun intérêt pour elle ou ses enfants et qu'il comptait rester avec sa femme, donc elle devait passer à autre chose. Cependant, cela ne s'est pas exactement passé de cette façon, car Robert a admis au tribunal qu'ils se séparaient et se remettaient ensemble à plusieurs reprises, même lorsqu'il s'était réconcilié avec sa femme. Robert a cependant clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas d'enfant du tout. Cette relation en dents de scie a amené Diane à croire que le seul obstacle à leur relation était les enfants. Il changeait d'avis tous les jours. J'arrive, je pars, je veux divorcer, j'ai changé d'avis, je ne veux plus divorcer. 1 semaine et demie plus tard, il change d'avis, il ne veut plus divorcer, d'accord? C'était un vrai obstacle pour Diane. Ses enfants étaient un fardeau. Et elle ne voyait aucun moyen d'amener cet homme dans l'Oregon tant qu'elle avait les enfants. La découverte de ces lettres a donné un mobile à la police. Il n'avait reprendre en star et n'avait toujours pas l'arme du crime. Malgré la fouille de sa maison, ils n'ont toujours pas trouvé l'arme utilisée lors de la fusillade. Cependant, ils ont trouvé chez elle des douilles non tirées qui correspondaient à celles retrouvées dans la voiture lors de la fusillade. Les preuves s'accumulaient, mais il restait encore une part de doute raisonnable dans les histoires, la fusillade ayant eu lieu en pleine campagne rurale, au beau milieu de la nuit. Il n'y avait aucun témoin de l'incident lui-même. Presque aucun. À la suite de la fusillade et des nombreuses interviews dans les médias, une pression énorme a été exercée sur le bureau du shérif pour procéder à une arrestation, beaucoup suggérant qu'il devrait s'agir de Diane. Cependant, le bureau du shérif et celui du procureur ne voulaient point pas risquer que Diane soit acquittée parce que la procédure régulière n'avait pas été respectée et que les preuves suffisantes n'avaient pas été réunies.
Christy Downs, la fille de Diane, était l'un des 2 enfants survivants, le jeune Danny étant l'autre. Christy avait 8 ans au moment de la fusillade. La police avait prévu d'interroger Christy dès le début de l'affaire, mais malheureusement, la blessure par balle lui avait causé un accident vasculaire cérébral et l'avait laissé incapable de parler. Christy avait mené un long et pénible combat pour survivre et avait été hospitalisée pendant un certain temps. Pendant son hospitalisation, un juge avait interdit à Diane de se rendre au procès afin d'empêcher toute tentative d'influence de sa part sur un éventuel témoignage. Peut-être en révélant accidentellement ses inquiétudes, Diane avait dit à la police et au personnel médical que Christy devrait être autorisée à mourir. Je n'arrêtais pas de répéter « Mon Dieu, fais ce qu'il y a de mieux. Tu sais, si elles doivent mourir, qu'elles meurent, mais ne les laisse pas souffrir. » Diane a enfreint l'ordre du juge en obtenant la permission du père de Christy, Stéphane, pour lui rendre visite. Lors de sa visite, elle a dit à Christy que la police la considérait comme une suspecte dans l'affaire. Alors que de nombreux psychologues affirment qu'il était à la fois inapproprié et inutile pour elle de donner cette information à Christy, âgée de 8 ans, certains commentateurs juridiques ont déclaré qu'il s'agissait peut-être d'une tentative de Diane de semer le doute au tribunal si Christy disait que Diane lui avait tiré dessus. L'avocat de Diane pourrait être en mesure de soutenir que la seule raison pour laquelle Christy le disait était parce que Diane l'avait mentionné. L'avocat de Diane a également déposé à plusieurs reprises des requêtes pour empêcher la police d'accéder à Christy, affirmant que cela exercerait une pression et influencerait Christy à donner un témoignage favorable à l'accusation. Pendant 5 mois de suivi psychologique, au cours desquels Diane ou tout membre de sa famille était empêché de voir Christy, elle répétait qu'il n'y avait pas d'inconnu sur la route et que la personne qui avait tiré sur Christy et les autres enfants était Diane. Estimant qu'ils avaient désormais suffisamment de preuves pour condamner Diane, la police l'a arrêtée. Neuf mois après la fusillade, en février 1984, Diane a été arrêtée par le bureau du shérif. Les équipes de presse se sont précipitées à la prison pour assister à l'arrivée de Diane. Ils s'attendaient à ce que Diane clame son innocence et continue à adopter son comportement étonnamment optimiste. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient sans doute pas, c'est qu'elle serait enceinte de 5 mois. La façon et la raison pour lesquelles elle est tombée enceinte ont fait l'objet d'un débat animé. Diane refuserait de révéler le nom du père et, lors d'une interview avec Dan Jagger en 1983, elle dirait des choses extrêmement troublantes. On ne peut pas remplacer des enfants, mais on peut remplacer l'effet qu'ils vous procurent. Mais il est si facile de concevoir des enfants. Elle est également apparue chez Oprah en 1988 depuis la prison et a déclaré qu'elle était tombée enceinte par solitude. Le 13 octobre, je suis juste allée tomber enceinte parce que j'étais tellement seule. J'aime mes enfants. Mes enfants me manquent. Et je sais que ça paraît simpliste. C'est vraiment le cas. Et je dois l'admettre. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a tellement plus de sentiments en moi que ce que je peux exprimer en 2 minutes. Beaucoup ont supposé à l'époque qu'elle était tombée enceinte exprès, pensant que le jury serait plus clément envers une femme enceinte. Au début du procès, l'équipe de défense a soigneusement façonné l'image de Diane, la faisant souvent apparaître en public dans des vêtements très sobres et généralement en blanc, pour essayer de la faire paraître plus innocente. Sa coiffure et son maquillage étaient plus soignés et ordonnés, la faisant paraître plus calme et raisonnable. Les preuves matérielles restaient circonstancielles sans larmes, et la défense savait donc que discréditer l'accusation, les témoins et les preuves, tout en rendant Diane sympathique devant le tribunal, créerait suffisamment de doutes raisonnables pour éviter un verdict de culpabilité. La défense avait réussi à semer le doute sur les preuves et les témoignages. Après un contre-interrogatoire intensif, les témoignages et déclarations des témoins de l'accusation semblaient maintenant plus ambigus qu'initialement. L'absence de traces de poudre sur ses mains, de larmes et l'ambiguïté de l'analyse des projections de sang ont renforcé le doute raisonnable. À ce moment-là, beaucoup pensaient qu'il y avait presque une chance sur 2 qu'elle s'en sorte ou non. L'accusation a appelé à la barre celle qui serait leur témoin vedette, la fille de Diane, Christy. Après son accident vasculaire cérébral, elle a suivi 9 mois de thérapie pour ses problèmes psychologiques et son trouble de la parole. Christy avait souvent exprimé sa crainte de révéler l'identité de son agresseur, redoutant des représailles.
Jusqu'à présent, elle n'avait jamais fait qu'écrire le nom de la personne sur un papier, le mettre dans une enveloppe scellée, puis le brûler comme technique thérapeutique. Mais l'affaire reposait sur ses frêles épaules. Bravant la barre, Christie s'est assise pour répondre aux questions. Le procureur Fred Hugy a demandé à Downs « Sais-tu qui a tiré sur Cheryl ?» Christie a répondu doucement « Oui ». Le procureur a eu du mal à garder son calme. La fillette a sangloté « Ma maman ». Hugy a demandé comment Christie le savait. En sanglotant, elle a répondu qu'elle avait vu. Christie quitta alors la barre et soudain, l'affaire sembla plus solide pour l'accusation qu'auparavant. Dans les dernières semaines du procès, les jurés allaient en être témoins d'un événement choquant et surprenant, même pour l'avocat de Diane, s'il n'était pas convaincu par le témoignage émouvant de sa fille. L'accusation a diffusé la chanson « Hungry Like a Wolf » de Duran Duran pendant qu'une reconstitution était présentée au jury. La chanson a été choisie parce que Christie avait mentionné que Diane l'avait écoutée en boucle dans la voiture la nuit de la fusillade. Pendant que la chanson passait, Diane tapotait des doigts sur le bureau en rythme et faisait du playback sur les paroles, sous le regard choqué du jury. Cela ne ressemblait pas aux actions de quelqu'un qui se croyait innocent. On aurait dit quelqu'un savourant l'attention. Le jury a rendu un verdict de condamnation unanime sur tous les chefs d'accusation. 2 chefs de tentative de meurtre et d'agression criminelle et un chef de meurtre au premier degré. Le juge l'a condamnée à la prison à vie plus 50 ans et elle ne pourrait même pas être considérée pour une libération conditionnelle avant 25 ans. Les peines devaient être purgées consécutivement. Comme le juge l'a clairement indiqué, il n'en avait pas l'intention. Pour que Diane Downs ne soit plus jamais libre,